Waouh! Bonjour à tous, merci d'être ici, ça fait quelque chose. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va parler de Kubernetes et plus particulièrement, on va essayer de démystifier le fonctionnement interne de Kubernetes. Très brièvement, je vais me présenter. Je m'appelle Denis Germain, je suis Site Reliability Engineer chez Deezer. Je m'occupe plus particulièrement de la partie Kubernetes et en particulier rendre facile Kubernetes aux développeurs. Ce qui, je pense, est une bonne chose par rapport au talk qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez aller sur le blog, vous récupérerez toutes les slides, tous les liens. Je documente beaucoup tout ce que je fais. OK. Rentrons dans le vif du sujet. J'ai envie de vous faire participer un tout petit peu pour vous réveiller. Je vais vous faire lever la main en vous posant des questions. Qui est allé à l'université sur Kubernetes hier? OK, donc il y a pas mal de monde. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas vraiment de redite. C'est quelque chose d'un peu distinct. Donc, qui ne sait pas du tout ce que c'est un conteneur? Il n'y a pas de mal. OK, a priori personne, donc on va pouvoir aller vite sur cette partie. Qui a utilisé Kubernetes en production? Ouais, OK. Et pour les champions, question pour un champion, qui a fait le tutoriel de Kelsey Hightower, Kubernetes the Hard Way? Waouh, il n'y en a pas beaucoup. OK. Pour ceux qui connaissent, ça va être une version édulcorée de ce tutoriel et plus expliquée. Voilà, on va voir ça ensemble. Donc d'abord, un conteneur, qu'est-ce que c'est? Je vais passer vite là-dessus, puisque tout le monde sait. Un conteneur, on avait historiquement l'habitude de dire, pour différencier ça des VM, qu'un conteneur, c'était pas une VM légère, c'était un process Linux encapsulé avec des méthodes du kernel, les cgroupes et les namespaces. Je trouve que cette définition, elle a vécu. En fait, un conteneur, c'est une boîte. Ça va être effectivement un processus qui va être isolé des autres processus de l'hôte par un runtime, mais ça ne va pas forcément être un conteneur Linux, ni même un Docker, ni même quoi que ce soit d'autre. Ça peut être des micro-VM, Firecracker, Kata Containers, etc. Ça peut très bien être aussi un processus Windows natif encapsulé dans un conteneur Windows, puisque ça existe, même dans Kubernetes. Et puis on commence même à parler de WASM, de WebAssembly, et si jamais vous voulez parler de ça, il faut aller voir Philippe Charrière. Tu me remercieras plus tard, Philippe. C'est quoi Kubernetes? Kubernetes est arrivé suite à l'avènement de Docker. Docker, on en avait de plus en plus sur les laptops de nos développeurs, ou de vous, si vous êtes développeur. Le problème, c'est qu'en production, je ne peux pas shipper le portable du développeur. On l'a déjà fait 1000 fois cette blague, mais elle est toujours drôle. Et donc, il nous fallait un outil qu'on appelle un orchestrateur qui va nous permettre de déposer des centaines, voire des milliers de pods, de conteneurs, j'avance un petit peu, sur des serveurs informatiques qui vont être nombreux, qui vont se situer dans éventuellement plusieurs data centers pour des problématiques de haute disponibilité. Kubernetes, c'est un outil inspiré d'un outil interne de Google, Borg, qui a été open sourcé, donné à la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Faut le dire souvent, en 2015. Et il est devenu le standard de facto face à d'autres outils qui sont très bien, mais qui n'ont pas su percer, comme Docker Swarm et Mesos Marathon. Pourquoi Kubernetes et surtout pourquoi ce talk? J'ai remarqué en discutant avec des collègues développeurs ou des amis que pour beaucoup, Kubernetes, c'est quand même quelque chose qui est assez magique. On se demande comment ça fonctionne, on lance des conteneurs, ça marche, s'ils sont morts, ils sont relancés. Bon, c'est pas magique et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est facile, mais en tout cas, c'est pas difficile. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est surtout un outil qui va nous permettre de gérer de l'infrastructure avec des API et du code YAML, et donc de réduire la distance entre les devs et les ops. Et comme on est en 2023, j'étais obligé de faire une petite référence à ChatGPT. Si vous demandez à ChatGPT les avantages de Kubernetes, il vous dira que c'est un outil qui fournit de la haute disponibilité nativement et qui va vous aider à gérer le cycle de vie de vos applications, leur mise à l'échelle, et que c'est aussi un outil très extensible, on y reviendra. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, quelques notions. Je vais vous parler souvent de node ou de worker. Les deux, c'est la même chose pour moi, dans cette présentation en tout cas. Ça va être un serveur informatique qui va héberger des pods. Et qu'est-ce que c'est qu'un pod? Ça va être une unité de compute
on va manipuler des ensembles de conteneurs, donc ça peut être un ou plusieurs conteneurs, qui vont partager une IP, toujours, et un ou plusieurs volumes, ou 0. Donc, dans le contexte d'un déploiement d'application classique, ce qu'on va souvent vouloir faire, c'est déployer notre application avec potentiellement un ou plusieurs réplicas. Et ce qu'on va vouloir, généralement, c'est mettre un load balancer en frontal de ces applications pour que si jamais j'en redémarre une, il n'y ait pas d'impact pour le client. Et en dernière ligne, ce qu'on va vouloir faire, hop, petit focus, c'est rajouter un reverse proxy qui va nous permettre donc de rediriger les URL et de n'avoir qu'un seul point d'entrée à l'extérieur de notre cluster et de rediriger ensuite vers le load balancer puis les applications. Donc ça, dans la terminologie de Kubernetes, ça va être 3 API, l'API Ingress, l'API Service et l'API Deployment. Et c'est celle qu'on va manipuler aujourd'hui. En YAML, ça donne quoi? Ça donne ça, je ne sais pas si c'est lisible. Oui, c'est lisible à l'écran. Donc l'API Deployment, on va simplement lui dire combien de réplicas on veut et quelle image on va lancer. L'API Service, donc l'équivalent de notre load balancer, on va lui donner un port d'entrée, un port de sortie et quelle application il doit pointer. Et l'Ingress, l'équivalent de notre reverse proxy, on va lui donner une URL en entrée, un chemin et un service à taper, ou plusieurs. Donc ça, c'est la théorie. C'est la façon dont on utilise Kubernetes. Et ce que je veux vous montrer, c'est comment ça marche sous le capot. Et donc, je vais vous proposer un petit jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer ce support HTML, qui est un site statique, sur le meilleur outil du monde pour déployer des sites statiques, Kubernetes. C'est une petite blague. Et donc, on va déployer aussi Kubernetes, donc la 1.27.0 qui est sortie hier, puisque je suis un peu foufou, pour ma démo, binaire par binaire. Et je vais vous expliquer à chaque fois à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Vous pouvez refaire le code qui est disponible avec un README sur cette URL GitHub Démystifions Kubernetes. OK. Ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est que Kubernetes, c'était un ensemble d'API. Donc nécessairement, à un moment donné, il va nous falloir un binaire, un serveur, qui va centraliser la totalité des API. Et comme les gens qui ont développé Kubernetes sont extrêmement originaux, ils ont appelé ça l'API server. Chacune des API qui vont être disponibles dans Kubernetes vont nous permettre d'abstraire des briques d'infrastructure de différentes manières. Donc typiquement, on a déjà parlé de 3 API. Si je prends juste les API qui servent pour les workloads, pour faire tourner des choses, on en a une liste ici, je n'ai même pas la liste complète. Il y a le pod, il y a le replica set, il y a le deployment, etc. Il y en a plein. Si vous installez un Kubernetes nu, il y en a plus d'une cinquantaine. Et ce qui est très intéressant avec Kubernetes, c'est qu'on va pouvoir étendre le fonctionnement de Kubernetes avec du code supplémentaire et des API supplémentaires qui seront enregistrés dans l'API server. La deuxième chose dont on va avoir besoin, si jamais vous voulez donc décrire l'état souhaité de votre infrastructure, c'est d'envoyer, de stocker ça dans une base de données. Et la base de données qui est généralement utilisée pour stocker ça dans Kubernetes, c'est etcd, c'est une base clé-valeur qui est distribuée, qui est fault tolerant. On peut remplacer ça par autre chose. Typiquement, il me semble que K3s remplace ça par du SQLite. Mais bon, voilà, ça marche bien. Donc, c'est l'heure de la démo. Donc, ce que j'ai fait juste avant, hop, petit souci de taille d'écran. Donc, j'ai créé une machine virtuelle chez un cloud provider. J'ai cloné le dépôt avant que vous veniez et j'ai téléchargé tout un tas de dépendances qui vont me servir tout au long de la démo. Tout ça, c'est géré par un petit script qui s'appelle prerex.sh que j'ai mis à dispo donc, sur mon GitHub. Et grosso modo, je ne vais pas vous lister tout ce que ça fait parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais grosso modo, je donne les versions des composants et je vais faire des curls pour les télécharger et les mettre à dispo sur la machine. Le petit truc intéressant que ça fait à la fin quand même, c'est que je lance un autre script qui s'appelle gencerts. À quoi sert ce script? Comme son nom l'indique, à générer des certificats, puisque la totalité des composants de mon Kubernetes vont communiquer avec des flux chiffrés.
Et pour ça, je suis obligé de générer une certificate authority et de signer un certificat. Donc ne faites pas ça chez vous. Pour être plus simple, je me suis limité à générer qu'un seul certificat. Il faudrait qu'il y en ait un par composant. J'ai pris le même, peu importe. Et deuxième petit truc intéressant, je génère à la fin, une fois que j'ai mes certificats, un fichier kubeconfig qui va nous permettre de dire où se situe l'API server et comment s'y connecter, avec des certificats en l'occurrence, et qui va nous servir. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc sur ma machine, qu'est-ce que j'ai? On voit à peu près, ouais, c'est pas mal. Donc on a le fameux admin.conf qui est ici. On a un dossier binaire dans lequel j'ai tous mes binaires. Voilà. Et on a nos fichiers deploy.yaml, ingress.yaml, service.yaml. Je vous les ai présentés un peu plus tôt. On les reverra rapidement. OK. Donc du coup, la première chose que je vais faire, c'est, on a dit que j'allais lancer etcd, puisque si j'essaye de lancer l'API server et qu'il n'a pas de base de données pour sa persistance, il va râler. Donc là, c'est très verbeux. La seule ligne qui va nous intéresser ici, c'est la dernière. etcd me dit qu'il est en train de servir de manière sécurisée le trafic pour les clients. Donc ça veut dire que mon etcd, il est fonctionnel. Il écoute sur le port 2379 de ma machine. Je vais lancer un deuxième script que j'ai oublié de montrer. Je vais vous le montrer. Ah, j'ai pas montré etcd non plus. Petit retour en arrière. Donc etcd, qu'est-ce que je fais? Je vous ai dit que j'allais vous expliquer tout ce que je faisais. Donc etcd, j'ai pris le binaire. Je lui donne juste un dossier dans lequel je lui dis où il va stocker sa base de données. Et je lui donne des options qui sont liées au certificat, puisque je vous ai dit qu'on allait tout chiffrer. Donc il faut que je lui donne le chemin où il peut trouver les certificats. Et il faut aussi que je lui dise qu'il serve le trafic en HTTPS, parce que par défaut, il le sert en HTTP. Donc là, rien de bien sorcier. Et donc pour mon API server, rebelote, je suis obligé de donner tout un tas de certificats. Il en a besoin pour chiffrer les différents flux de Kubernetes. C'est toujours les mêmes, hein, ne faites pas ça chez vous. Et je suis aussi obligé de lui donner les certificats pour qu'il puisse se connecter de manière sécurisée à etcd. Une fois que j'ai dit ça, je lance mon binaire kube API server. Je lui rajoute deux options. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est deux options qui sont nécessaires, que j'ai été obligé de rajouter, sinon ça ne marchait pas. Hop. Donc je lance mon API server. Normalement, si tout se passe bien, il va faire tout un tas de choses. Il ne nous dit rien de très intéressant. Le mieux, c'est qu'on vérifie si ça fonctionne. Et pour ça, je vais utiliser la ligne de commande de Kubernetes qui s'intitule kubectl. On peut interagir avec Kubernetes avec kubectl. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un kubectl version --short. Hop, la versino. Hop. Donc, qu'est-ce que me dit cette command line? Elle me dit que la version de mon client, je ne vous ai pas menti, c'est la 1.27.0, et la version de mon serveur, c'est aussi la 1.27.0. Si le serveur a répondu, c'est qu'il est fonctionnel. Pour l'instant, on est quand même plutôt bien. La deuxième chose qu'on peut montrer, par curiosité, c'est la liste de toutes les ressources, donc toutes les API, qui sont disponibles dans mon Kubernetes. Et donc, on voit qu'on en a une tartine. Je vous ai cité les pods, il y a les config maps, etc. Il y en a plein. Il y en a plein, et si je fais un petit compte, on en a 55. 56 moins la première ligne. Cool. OK, est-ce que j'ai déjà un Kubernetes fonctionnel? On va voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement kubectl apply-f du deploy.yaml. Et il me dit que mon deployment a été créé, et puis je vais en profiter pour créer le service aussi, le load balancer qui est en frontal. Donc là, Kubernetes m'a répondu qu'il avait eu le temps d'aller il avait pris mon manifest YAML, donc le fameux deploy.yaml qui est ici. Voilà. Il avait bien pris en compte mon YAML, donc qui était très probablement valide. Il l'avait stocké dans etcd et il m'a répondu que c'était OK. Pareil pour le service. Et si je fais un kubectl getDeploy, effectivement, je vois bien que j'ai un deployment qui s'appelle web. En revanche, ce que je remarque, c'est que j'ai 0 instance de mes réplicas qui sont ready, alors que je devrais en avoir 2. Donc, OK, pas de souci, je vais regarder où sont mes pods. Et quand je fais un kubectl getPod, ce qu'il me dit, c'est qu'il ne trouve pas de ressources pod dans le namespace default. Bon, la raison pour laquelle il me dit ça, c'est que je vous ai menti.
C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, le composant dont on va avoir besoin après, ça va être le contrôleur manager. Le contrôleur manager, comme l'API server ou etcd, ça va être un binaire. Et dans ce binaire, on va enregistrer des contrôleurs. C'est pour ça qu'il s'appelle le contrôleur manager. Et les contrôleurs, qu'est-ce que c'est? C'est du code qui sont en fait des boucles de contrôle qui vont s'abonner à des événements, avoir des actions en conséquence et toujours s'assurer que l'état de mon cluster Kubernetes, l'état réel, correspond à l'état souhaité. Ce contrôleur manager, il se connecte à l'API server. Je vous ai listé quelques contrôleurs. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est que dans le cas de mon deployment, je vais lui donner une spec, c'est ce qu'on avait fait. Et derrière, après, il y a un des contrôleurs qui va créer des répliques assets, et eux-mêmes, ces répliques assets vont créer des pods. Le contrôleur manager sert aussi d'une certaine manière à étendre l'API de Kubernetes, puisqu'on va enregistrer des contrôleurs avec du code supplémentaire, donc les Custom Resource Definition ou les opérateurs. Donc si on prend l'exemple de bases de données, on va pouvoir gérer des bases de données comme des objets Kubernetes, comme des ressources Kubernetes, en les enregistrant dans le contrôleur manager. Et on va pouvoir par exemple faire une base de données MongoDB avec son cycle de vie, sa création, la création du cluster, la destruction d'un nœud, etc. Via juste des opérations Kubernetes. Et c'est donc ces logiciels tiers qui vous fournissent toute l'intelligence qui s'enregistre là-dedans. C'est aussi vrai pour les fournisseurs de stockage. Si vous avez un cloud provider qui vous met à dispo une API pour commander des disques, vous allez pouvoir les consommer dans Kubernetes grâce à des contrôleurs qui sont gérés dans le contrôleur manager. OK, très bien. Ajoutons ce fameux contrôleur manager. Donc le contrôleur manager, il est un petit peu plus simple. Le script, quoique. Une fois de plus, je ne vais pas vous la refaire. Encore des certificats, toujours le même. Ne faites pas ça chez vous. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on a besoin, donc comme il se connecte à l'API server, on a besoin de lui donner le fichier kubeconfig qu'on a appelé admin.conf pour qu'il sache où est l'API server et comment il s'y connecte. Je lui donne aussi d'autres petites options. Je ne vais pas rentrer en détail sur à quoi elles servent, mais c'est pour aller plus vite. Donc, hop, je lance le contrôleur manager. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit, alors ça va très vite, je suis désolé, ce qu'il nous dit, c'est qu'il lance tout un tas de contrôleurs. Là, il y a par exemple, il y en a un qui s'appelle le PVC Protection Controller qui vient d'être lancé. Ensuite, il va synchroniser ses caches pour savoir l'état actuel de notre cluster Kubernetes. Et la dernière chose intéressante qu'on va voir, c'est qu'il détecte qu'il y a un kind deployment qui a été créé. Et donc, du coup, il fait des actions en conséquence. Il va scaler le replica set à 2. Et donc, du coup, on a deux nouveaux événements qui arrivent. La création d'un pod, la création d'un deuxième pod. Donc, si maintenant je fais mon kubectl getPods, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a deux pods qui ont été créés. Le problème, c'est qu'ils sont toujours en statut pending et qu'ils ne sont toujours pas ready. Vous avez compris où je veux en venir. Il nous manque encore un élément. Cet élément, c'est le scheduler. Ce que je vous ai dit, c'était que Kubernetes, c'était un orchestrateur de conteneurs. Il allait nous permettre de gérer des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de conteneurs sur des flottes de centaines, milliers, dizaines de milliers de machines. Forcément, on va vouloir mettre des contraintes sur la façon dont on va remplir nos nodes avec nos workloads. On va vouloir faire attention que les nodes ne sont pas surchargés en CPU, en RAM. On va vouloir faire attention que des mêmes réplicas ne soient pas stockés sur les mêmes machines, voire qu'ils soient répartis de manière homogène sur plusieurs data centers. On va vouloir gérer le cycle de vie de nos nodes. Des fois, on va sortir un nœud pour le mettre en maintenance, etc. Ça, c'est le scheduler qui va gérer, qui va dire, à un moment donné, je mets tel pod à tel endroit. Ajoutons donc un scheduler. Alors, le script pour lancer le scheduler, lui, par contre, pour de vrai, il est super simple. Donc le scheduler, c'est un binaire, on peut le remplacer. Il y a un petit malin qui a écrit il y a quelques années un script bash de 70 lignes qui fait l'équivalent d'un scheduler trivial. Je ne vais pas le montrer aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr que ça marche sur mon cluster. Donc je ne vais pas faire le malin. On a juste besoin de lui dire où se trouve l'API server et roule ma poule.
Donc là, il n'y a rien de très intéressant. Il dit juste qu'il peut y avoir qu'un seul scheduler qui tourne de cette version du scheduler. Il dit juste qu'il a pris la lise du scheduler. OK. Si je fais un kubectl getPods, malheureusement, mes pods sont toujours en pending. Pourquoi? Ça commence à être triste, cette histoire. En vrai, là, on a terminé notre control plane. Donc, les 4 composants que je vous ai montrés, on pourrait en rajouter certains, mais ils suffisent pour cette démo, pour faire quelque chose qui fonctionne. On a tout le control plane. Le problème, c'est que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on va déployer des pods sur des nodes, mais en fait, on n'a toujours pas de node. En fait. À aucun moment, j'ai défini quels étaient mes nodes sur lesquels j'allais pouvoir lancer mes workloads. Donc le premier composant qu'on va avoir besoin pour ça, c'est le kubelet. Le kubelet, voyez ça comme l'agent de Kubernetes. On va le déposer sur tous les workers. Il va remonter des informations à l'API server sur ce fameux worker, sur l'état des pods qui sont en train de tourner, sur l'état de la machine elle-même. C'est lui qui va surveiller donc l'état de santé des pods, et c'est lui qui va piloter le container runtime, l'outil qui va nous permettre de lancer les pods, de créer les conteneurs. La deuxième chose dont on va avoir besoin, je l'ai déjà cité, c'est un fameux container runtime. Historiquement, comme sur les postes des développeurs, on avait Docker, il était un peu évident qu'il suffisait aussi de mettre sur Kubernetes Docker. Depuis la 1.24 de Kubernetes, il y a un des composants qui s'appelle le Docker Shim, qui servait à faire la traduction entre les informations venant du kubelet vers Docker, vers le runtime, qui n'est plus supporté. Il y a eu un petit vent de panique autour de cette modification dans Kubernetes, et beaucoup de gens ont migré vers Containerd. Il y a d'autres runtime, mais pour faire des conteneurs Linux, voilà, moi pour ma démo, je vais utiliser Containerd. Il y a plein d'autres alternatives. Ce que j'ai dit aussi au tout début, dans les notions de pod, c'est que les pods avaient tous une IP. Et en fait, cette IP, elle est récupérée dans un genre de giga réseau interne virtuel à Kubernetes. Si jamais vous cherchez l'IP d'un pod en faisant des commandes sur votre worker, et vous ne pourrez pas trouver ces IP-là. Elles n'existent pas. Elles n'existent que dans la logique de Kubernetes. Et pour simuler ce réseau virtuel, on peut utiliser plusieurs composants Linux, dans le cas ou node Linux, tels que iptable, donc ça c'est le composant le plus courant, IPVS ou eBPF. Ils ont tous des caractéristiques différentes, des avantages, des inconvénients. eBPF est plus récent et a quand même pas mal d'avantages par rapport à iptables qui pose parfois quelques problèmes en production. Et donc on va se retrouver donc avec ce découpage, avec les nœuds qui ont des sous-réseaux de notre gigantesque réseau et des pods qui peuvent discuter avec d'autres pods qui sont pourtant sur d'autres machines sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit en termes d'administration réseau tout simplement. Je pars un peu vite. Pour créer ce réseau interne virtuel de Kubernetes, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des CNI plugins. Un CNI plugin, qu'est-ce que c'est? C'est l'implémentation d'une interface qui s'appelle la Container Network Interface, parce que dans Kubernetes, il n'existe pas de CNI officiel. Il n'y a pas de réseau interne officiel dans Kubernetes, donc il va falloir qu'on utilise des implémentations tierces de ce fameux CNI pour gérer ce réseau interne virtuel. Il y a un composant supplémentaire qui s'appelle le kubeproxy, qui n'est pas toujours nécessaire, et qui, lui, va se contenter, c'est déjà pas mal, va gérer toutes les règles iptables dynamiques pour router le trafic de nos services vers nos pods. Je rappelle, tout à l'heure, j'ai dit que les services dans Kubernetes, c'était l'équivalent de notre load balancer. Donc, en fonction de si les pods sont vivants ou pas, on va adapter des règles réseau pour router ou pas du trafic dessus. Ce composant kubeproxy, il faut le mettre si jamais vous utilisez iptable. OK. Donc, on va maintenant ajouter ce qui manque. Donc, la première chose dont on va avoir besoin, c'est d'un container runtime. Je vous ai dit, j'ai choisi Containerd. Alors lui, il est super basique à lancer. Il faut juste que je lance le binaire de Containerd. Tout simplement.
il n'a pas besoin de savoir où est l'API serveur, normal, puisque c'est le kubelet qui va le piloter. Et du coup, le petit truc un petit peu intéressant qu'on peut voir ici, c'est qu'il nous dit sur quelle adresse, alors en l'occurrence là c'est un socket Unix, donc sur quel path on va pouvoir communiquer avec lui. Donc, typiquement là c'est dans run containerd.sock, c'est un socket Unix. Et donc, du coup, je vais configurer mon kubelet pour qu'il soit à la fois capable de communiquer avec l'API serveur, donc le fameux admin.conf, et le container runtime, avec le fameux containerd.sock. Donc là encore, c'est quand même plutôt facile. Donc, je vais faire un petit run kubelet.sh. OK. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il remarque que le node, donc ma machine virtuelle, elle s'appelle DK, et il va essayer de l'enregistrer dans l'API serveur puisqu'il n'existe pas encore. Et on voit qu'il a été enregistré avec succès dans l'API. Donc on va tout de suite aller vérifier. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais si tout à l'heure j'avais fait un kubectl get nodes, il m'aurait dit qu'il n'y avait pas de ressources qui étaient trouvées. Et là, maintenant, il me dit qu'il y a bien un host. Il s'appelle DK, et par contre, il est not ready. Et vous avez peut-être deviné pourquoi il n'est pas ready. Describe node DK. En fait, il n'est pas ready parce que, donc là, il nous le dit dans les events, il n'est pas ready parce que le network plugin n'est pas ready. C'est normal, on n'a pas encore déployé de CNI plugin. Donc du coup, il s'est enregistré dans l'API de Kubernetes, mais il remonte qu'il n'est pas en bonne santé et il ne peut pas accueillir des pods. C'est pour ça que le scheduler ne va toujours pas envoyer nos pods sur ce node, puisqu'il n'est pas ready. Qu'à cela ne tienne, nous allons lancer un CNI plugin qui s'appelle Cilium. Alors j'aime bien Cilium parce qu'ils utilisent eBPF, il y a des bonnes perfs, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont intéressantes. J'en ai cité d'autres dans mes slides tout à l'heure, j'avais mis Flannel et Calico, qui sont aussi dans cette démo, si jamais vous voulez le faire avec Flannel ou Calico, c'est aussi possible, ça marche. Là dans mon cas je vais utiliser Cilium, et comme il utilise eBPF, on peut se passer de lancer le kubeproxy, et donc ça va me permettre de gagner du temps. Parce que je suis filou. Donc Cilium, c'est un binaire qui va aller déployer des conteneurs sur Kubernetes. Donc là, c'est un peu Inception, c'est-à-dire que on ne peut pas déployer des pods parce qu'on n'a pas de CNI, mais le CNI, c'est un pod, mais lui, il va pouvoir se lancer et du coup nous permettre d'avoir du réseau et donc des pods. C'est rigolo. Donc si je regarde... Hop, pause, ça n'existe pas. Donc si je regarde pods, on voit qu'il y a deux conteneurs qui ont été créés, un qui s'appelle Cilium Operator et un qui s'appelle Cilium GQKPV, qui n'est pas encore tout à fait running, mais qui ne devrait pas tarder à l'être. Voilà, il est running. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fait mon get pods, le nœud était en train de devenir ready, et donc du coup, mes pods sont passés de l'état pending à l'état container creating, et là, ils sont même passés à l'état running. Donc on est plutôt pas mal là pour l'instant. OK. La dernière brique qui va nous manquer par rapport à ma démo, c'est la partie Ingress Controller. Dans les trois API que je vous ai présentées tout à l'heure, il y en a une, donc l'Ingress, qui elle aussi nécessite l'usage d'un logiciel tiers. Donc notre fameux reverse proxy, donc l'outil qu'on va exposer sur Internet et qui va nous permettre, en fonction des adresses, des URL entrantes, de savoir vers quelle application on le dirige, va nécessiter l'installation d'un logiciel tiers et qui va s'enregistrer en tant qu'ingress controller dans notre API server. J'ai mis une petite note, l'API ingress est parfois un petit peu limitée. Les gens qui développent Kubernetes ont dit qu'ils n'avaient pas envie de l'étendre, pas envie de rajouter des choses dessus pour des histoires de rétro-compatibilité. Et il y a une nouvelle API qui est en cours, qui est déjà là depuis longtemps, mais qui n'est pas encore trop utilisée, qui s'appelle la Gateway API, que je vous invite à aller regarder si jamais vous voulez faire ce genre de choses. Elle est beaucoup plus puissante et surtout agnostique. Ok, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer mon ingress controller. En l'occurrence, je vais déployer un ingress controller qui s'appelle Traffic, qui est un logiciel que j'aime bien aussi. Mais vous avez sûrement entendu parler de l'ingress controller Nginx. Il y a aussi HAProxy, il y en a d'autres.
petite subtilité ici. Hop là. Donc, jusqu'à présent, ce que j'avais fait, c'est que j'avais juste lancé des binaires pour déployer des composants dans Kubernetes, ou alors j'avais directement appliqué avec un kubectl apply -f un fichier YAML pour envoyer des manifestes. Dans Kubernetes, pour Kubernetes, il y a un autre outil qui s'appelle Helm, qui est à mi-chemin entre un package manager et un logiciel qui va nous permettre de déployer des applications dans Kubernetes et de gérer leur cycle de vie. On va avoir donc des endroits dans lesquels on va avoir des charts, donc c'est du template de YAML, que vous allez pouvoir customiser pour déployer vos applications. Et on va aussi utiliser Helm pour déployer des applications à partir de ces fameuses charts. Donc c'est ce que je vais faire ici. En fait, je vais ajouter le repository Traefik qui est sur le github.io de Traefik, dans lequel ils stockent leurs charts. Je vais installer une chart que je vais appeler Traefik à partir de la chart Traefik, ça fait beaucoup de Traefik, avec des ports en externe, donc le 30080 et le 30443. Et à la fin, je vais appliquer le YAML ingress, tout simplement, qui n'est pas bon. Ça ne va pas marcher. Je vais corriger ça tout de suite. Hop. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas bon. OK, donc j'ai dit que j'allais déployer le script. Non, 9. Donc, ce qu'il me dit, c'est que j'avais déjà rajouté Traefik dans la liste des repos qui étaient disponibles. Ce qu'il me dit ensuite, c'est qu'il déploie la révision numéro 1 de ma chart qui s'appelle Traefik. Et dans les petites notes, Traefik me dit que Traefik Proxy en version 2.9.9 a été déployé avec succès. Et ensuite que mon ingress, donc ça c'est mon petit kubectl apply à la fin, a été créé. Si je fais un kubectl getPods-a pour voir tous les pods qui sont sur mon faux cluster Kubernetes, j'ai bien un pod Traefik. Si je regarde les services qui sont disponibles, j'ai bien un service qui s'appelle Web qui me permet de pointer vers mes pods. D'ailleurs, on peut faire un petit describe dessus. Describe pod web. Non, c'est SVC. Web. SVC web. On voit bien que mon load balancer, donc mon service, voit bien qu'il y a 2 réplicas pour mon appli web. Et hop, si je fais un kubectl get ingress, on voit bien que j'ai un ingress de type Traefik, donc géré par Traefik, qui écoute sur l'URL dkarm.zwindler.fr. Si vous voulez aller voir, là c'est le moment que tout le monde attend. Tada! Donc là, si vous essayez d'aller voir cette URL, elle fonctionne vraiment et vous allez retrouver les slides du talk. Donc là, on est sur ma machine, sur ma petite VM. Cool. J'ai été trop vite. Donc, ce que j'ai essayé de montrer avec ce talk, c'est qu'en fait, Kubernetes, ça a l'air magique, mais en fait, finalement, c'est juste quelques binaires avec des fonctions assez basiques et qui, mis ensemble, mis bout à bout, vont remplacer le travail que pouvait faire avant l'ingénieur qui gérait le reverse proxy, l'ingénieur qui gérait le load balancer, l'ingénieur qui gérait l'outil pour déployer les applications sur les bons serveurs. Ce que Kubernetes fait, au final, c'est juste un serveur d'API qui va nous abstraire l'infrastructure, un ordonnanceur, des boucles de contrôle, un container runtime et un réseau virtuel. Et tout ça, ça va vous permettre, en tant que développeur, de simplement déployer des manifestes YAML. Alors, OK, ça fait beaucoup de YAML, mais ça va vous donner la puissance de faire tout ce que vous voulez avec Kubernetes. Et je pense que c'était tout pour moi aujourd'hui. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je pense qu'on aura le temps pour des questions. On a même largement le temps pour des questions. Oui?
Ouais, non, c'est pas du Docker. Ah oui, alors, ok. Effectivement, je l'ai pas dit. Donc la question c'était, est-ce que tu peux nous montrer les conteneurs qui tournent? Donc en fait, la seule chose que j'ai fait, je peux montrer la tête du Dockerfile, c'est pas très impressionnant. J'ai juste pris un conteneur HTTPD, donc Apache, et j'ai copié mon site web statique dedans. Donc c'est un bête Dockerfile qui fait rien de particulier. C'est juste un serveur web avec une page statique, quoi. Et ce truc-là, c'est déployé via mon manifeste que je vous montrais au début, l'image Zwindler/DK. Voilà, c'est juste ça. Moi, j'ai une question qui n'est pas directement Kubernetes, en fait, mais vu que tu l'as appelé ARM64, le truc, Oui. est-ce que ça tourne sur ARM? Oui. Et qu'est-ce que tu as dû changer par rapport à un déploiement sur une plateforme Rien. AMD Intel? Alors, effectivement, c'est un des trucs que j'ai oublié de dire. Je me suis amusé à faire marcher la démo à la fois sur du AMD 64 et du ARM 64. Donc j'ai commandé une machine sur Oracle Cloud. Et cette machine ARM, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est j'ai juste curl les binaires avec le bon, si on va voir dans le prerex.sh. Donc au début, en fonction de, voilà, si j'ai dans mon kernel l'architecture ARCH64, je vais chercher les binaires Kubernetes pour ARM64, etcd pour ARM64, containerd pour ARM64, et juste ça, ça marche en fait. Ça marche parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour que ce soit compatible. La plupart des outils sont compatibles ARM64 dans Docker et dans Kubernetes. J'avais une question. Je sais pas. Oui, ah, là. Merci. Sur la partie Cilium, Oui. sur les composants avant, on indique l'API serveur. Oui. Mais sur Cilium, on ne le fait pas. Comment, Oui. du coup, il s'est enregistré Alors, avec ce que je peux montrer rapidement, c'est que en fait, le binaire de Cilium, il découvre. En fait, quand on déploie l'API serveur, je ne l'ai pas montré, mais il crée un service. Il crée un service qui a toujours la même adresse IP dans le cluster. Donc si je fais un get svc, voilà, il crée toujours un service qui s'appelle Kubernetes, qui est à la première IP de mon cluster et qui écoute sur le port 443. Et ce service Kubernetes, il permet, depuis un pod, d'aller communiquer avec l'API serveur. Donc en fait, par défaut, Cilium, il crée les pods, et les pods, ils savent qu'ils vont trouver, par défaut, l'API serveur à ce service-là. Yes. Hop. Ah, une question là-haut, là, désolé. C'est loin. Ouais. C'est sûrement une question de débutant, mais il n'y a pas de problème. Si j'ai un des services qui communique vers l'extérieur, oui. Étant donné qu'à l'intérieur du pod, il a son adresse IP, oui. Quelle est l'adresse IP qui apparaît pour l'IP de sortie du node, l'IP réel du serveur sur lequel le pod est positionné. D'accord. Alors imaginons du coup que j'ai une application qui utilise une licence qui se base sur l'adresse IP. Oui. La licence qu'elle va utiliser du coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Okay. On est bien d'accord. Merci. Oui, parce que le pod, il peut être n'importe où en fait. C'est-à-dire qu'il est sur un serveur à un moment donné, il pourrait être sur ailleurs. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut forcer ce pod-là à être sur une adresse IP particulière. Sur un serveur particulier, pardon. Donc du coup, il aura forcément toujours la même IP de sortie. C'est pas idéal comme comportement. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de softs qui font des licences avec des IP. J'avoue que je travaille plus trop avec ce genre de soft, mais effectivement, il va falloir qu'ils s'adaptent. Ouais, du coup, merci pour la démonstration. Donc, on voit bien quand même Kubernetes Yardest Way qui est bien dessiné dans ton talk. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste très rapidement nous dire un petit peu, alors même si on peut appeler, c'est pas de la magie, mais en quoi un kube ADM va nous aider à simplifier tout ça et en quoi après un kube spray, voire des outils comme Rancher, etc., nous aident là-dedans? Yes. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste lancé les binaires à la main sur une seule machine. Il ne faut évidemment jamais faire ça chez soi.
ce que va nous simplifier un KubeADM, un KubeSpray ou un Rancher, c'est l'installation des premiers nodes, donc du control plane, l'installation ensuite des workers, du cycle de vie de tous les nodes qu'on va ajouter ou sortir au fur et à mesure de la vie des conteneurs, des pods, des nodes. Voilà. Et ce qui va nous faciliter surtout, c'est les mises à jour. Parce que là, ce que j'ai fait, si jamais je devais mettre à jour, il faudrait que j'éteigne le composant, que je change la version, que je curl, enfin bon bref, ça serait faisable, mais à la main, ça serait vraiment pénible, quoi. Et donc ces outils-là vont nous faciliter la gestion des composants, de ces fameux composants internes finalement de Kubernetes. Ça dépend de où on va, mais Rancher, ça va plus loin, ça va permettre de gérer un peu plus de choses. Il y a encore le temps pour une ou deux questions, si jamais vous en avez. N'hésitez pas. Ah. Merci. Je voulais reformuler ma question tout à l'heure. Ok. Excuse-moi. En fait, si je comprends bien, tes nodes, c'est des containers. Et du coup, non. Tes pods, donc, ce que j'aimerais bien pouvoir voir, c'est un Docker PS pour voir les processus qui tournent et comprendre un peu ce que tu as fait. Ok, alors il faut que je me souvienne de la ligne de commande CTR. Ouais. Ok. Donc, j'ai pas de Docker, donc je peux pas faire un Docker PS, mais là, je suis sur le node où les Docker tournent. Tu m'as dit quoi ? -n. Je me suis planté. Il n'est pas là, le binaire CTR ? Non, c'est bin. Oh, je fais n'importe quoi. Oui, ok. Donc, on recommence. Bin CTR -n kvitess.io pour être sur le bon namespace Linux. Et ensuite CPS. Non ? Ah, ok. My bad. Ouais, ok. Ouais, sudo, bien vu. Heureusement que... Ouais, trop fort. Merci Jérôme. On a Jérôme Pétazzoni là, hein, donc donc là, en fait, on voit la liste de tous les conteneurs qui sont en train de tourner. Donc les conteneurs comme on aurait pour des conteneurs si on fait notre Docker PS, mais sauf que c'est du containerd, donc je connaissais pas bien la ligne de commande. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de choses. On a des conteneurs pause. Ça, c'est des conteneurs qui sont toujours là, qui permettent, si jamais votre conteneur crash, qu'on ait toujours un conteneur pour avoir des trucs. On voit que là, il y a Traffic. On voit qu'il y a mon Zwindler/dk qui tourne. Donc voilà, ils sont là. Ils sont là au même titre que quand on ferait un Docker PS, on verrait nos conteneurs. Je ne sais pas si c'était ça la bonne... À peu près. Ok, ça marche. Il nous reste le temps pour une question. Non ? Il y a un sticker Deezer pour la dernière question. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci à tous.